Cela complique aussi de futures opérations amphibies et d'éventuelles opérations d'évacuation. Et enfin, dernière attaque en date, elle se multiplie. On voulait cite tout un navire lance-missile russe abattu à l'entrée de la baie de Sébastopol grâce au drone expérimental le Sea Baby. Vous l'avez compris, ces attaques, elles sont stratégiques mais aussi évidemment symboliques. Elles redonnent confiance à Kiev. Le but, c'est de forcer la Russie à réduire sa présence en mer Noire et viser, pourquoi pas, le pont de Kerch pour isoler les Russes et empêcher le ravitaillement des troupes sur le sol ukrainien. Merci Alexia. Général, il y avait tout à l'heure l'amiral Coldefi, il disait une chose passionnante. Il disait la mer, c'est pas du tout comme la terre, votre domaine. C'est pas, on gagne pas des mètres. C'est tout à coup, ça peut basculer. On contrôle une mer ou on ne la contrôle pas. Et là, semble-t-il, ça bascule en faveur des Ukrainiens. Oui, voilà, la mer, c'est un peu le désert, c'est un peu la guerre du désert comme en Libye pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'y fait pas du tout la guerre comme à terre, effectivement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce combat asymétrique jamais vu dans l'histoire, cette guerre asymétrique. On est vraiment au basculement. Moi, je pense qu'il y a un basculement parce qu'ils sont capables de plus en plus de taper des cibles majeures à ce rythme-là. Ils ont quoi? Ils ont une vingtaine, peut-être 25 bâtiments et le pont de Kerch, il pourrait être visé, du coup, forcément. Le pont de Kerch. Oui, le pont de Kerch, il va être ciblé, surtout si on a des Storm Shadow avec des scalps. Rien n'empêche de cibler le pont de Kerch. Mais il y a le pont de Kerch d'un côté, mais n'oubliez pas qu'il y a les axes sur l'isthme de Perekop qui permet de sortir de la Crimée vers le nord pour approvisionner le front. C'est ces deux-là qu'il faut taper. L'isthme de Perekop et puis le pont de Kerch. Expliquons, la magnifique infographie. C'est Nicolas Conter, notre chef d'édition. Il a l'art des présentations avec ce fameux type en caleçon. Alors, il a une gloire planétaire grâce aux Ukrainiens. Pas en Russie. Alors, pas en Russie. Alors, en Russie, il vaut mieux pas qu'il faut qu'il soit discret, disons. Voilà. Théoriquement, évidemment, son visage d'ailleurs est flouté. Mais ce personnage qui a réussi, et tout à l'heure, le général Gomard du renseignement disait c'est un classique du jeu. Il a cru, sans le savoir, il a donné une information cruciale aux Ukrainiens. Non, absolument. Et c'est une information qui est disponible en mode source ouverte. C'est-à-dire que c'est une publication sur un réseau social. Il devait être fier, il devait être tout fier, il devait être fier de dire voilà, regardez assez. Pour lui, c'est une curiosité. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de fournir une cible et une désignation géolocalisable d'une cible à très haute valeur ajoutée à l'ennemi, à savoir à l'Ukraine. Donc en mettant cela en source ouverte, c'est-à-dire sur un réseau social, il a littéralement fourni la possibilité de cibler ces batteries S-400. Ça se passe comment, très exactement? Là, par exemple, comment est-ce que l'armée ukrainienne, en voyant ça, elle fouille ça, parce qu'il faut quand même le trouver, disons, le type en caleçon et devant ses... En fait, ouais. Donc maintenant, si vous voulez, c'est assez simple de le faire. C'est-à-dire que même un citoyen lambda, donc vous prenez cette photo et ensuite vous avez deux choses. Vous avez des outils qui vous permettent de faire de l'image inversée via des logiciels que vous pouvez trouver sur Google. Et vous avez également des logiciels qui repèrent la moindre petite chose dans l'horizon, c'est-à-dire une végétation, une montagne ou un bâtiment, des choses qui sont écrites et qui vont aller chercher dans tout l'Internet cet exact même paysage ou ces inscriptions. Et ensuite, vous matchez les deux et ça vous donne les coordonnées géographiques au mètre près. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un S-400. Le S-400, c'est l'équivalent du Patriot, quasiment. Ouais. Voilà. Et ils en ont peu de ces vecteurs-là. Je crois qu'ils en ont 40, me semble-t-il, pour tout, même pour Moscou. Et donc c'est intéressant de savoir qu'ils sont obligés d'en distraire quelques-uns sur Moscou. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils balancent de temps en temps des drones sur Moscou pour que ces S-400 ne soient pas sur le front. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on en détruit un, ils n'ont pas les moyens de les reconstruire comme ça. Ce sont véritablement des vecteurs qui vont leur manquer. Alors c'est extra-intéressant de savoir comment ça a été détruit. Parce que ça a été détruit par un missile, alors c'est censé être l'arme suprême anti-missile, anti-aérien. C'est un petit peu comme le Moskva, l'arme suprême anti-aérienne de la mer Noire qui part à la mer, qui est coulée avec 2 missiles tirés sur lui. Donc c'est ce qu'avait acheté Erdogan notamment également. Donc ça serait intéressant de savoir comment ça a été coulé, parce que c'est peut-être que le système d'armes n'est pas aussi performant qu'on veut bien le dire. Pour ceux qui nous rejoignent, on vit cette heure assez extraordinaire de succès ukrainien tout à fait sans précédent avec ces armes russes qui ont été repérées par vos services. Vous étiez une des premières à publier le fameux timbre, donc le doigt d'honneur, n'est-ce pas, où les Ukrainiens se réjouissaient, ce doigt d'honneur fait à la Russie. Là, on a de fait un doigt d'honneur réussi. Oui, c'est une doigt d'honneur très réussi et très coûteux. Oui, très coûteux pour les Russes. Et tant mieux. Effectivement, je pense que les Ukrainiens, ils ont montré qu'on a la capacité d'être systématique dans l'élimination des cibles d'ennemis en termes d'infrastructures militaires, logistiques, les systèmes antiaériens comme vous les voyez, mais aussi être efficace dans la mer sans avoir la flotte. Les innovations comme, par exemple, le Sea Baby, le drone marin que vous avez mentionné, ou encore, une autre chose importante, c'est qu'il y a les deux tours de plateaux pétrolières dans la région, justement, les plateformes de Boyko, on s'appelle les tours de Boyko, et les Ukrainiens, ils ont pu s'emparer, justement, du contrôler, justement, ces deux tours. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet à nous de
permettre les bateaux avec des céréales, des exportations des céréales ukrainiennes de quand même passer et d'avoir cette contrôle sur la mer Noire, sur cette partie-là où justement ce qui se passe c'est que la Russie elle se disait voilà c'est notre mer interne, c'est comme ça qu'on va jouer le jeu, mais sauf que c'est nous maintenant qui prenons l'initiative et c'est nous qui maîtrisons cette zone-là qui est très important de côté de militaire mais aussi de côté économique. Général, ce qui est intéressant aussi de comprendre c'est que la victoire elle passe aussi par la stratégie de l'armée russe parce que là ils sont forcés de se retirer. Ils sont plus protégés, donc forcément il y aura moins de bâtiments. Ouais. Mais il l'était déjà, parce que après le Moskva, le Neptune, c'est un missile qui tire à 230 km. Donc déjà, ils ne pouvaient plus approcher à moins de 230 km des côtes. Et non, ils avaient l'intention, peut-être à un moment, d'aller sur Odessa, etc. Ils ne peuvent pas s'approcher, donc ils sont obligés. Donc en fait, ça leur interdit, de facto, ils perdent leur liberté d'action, et ils commencent à subir en mer Noire. C'est ça qui est intéressant, et je pense qu'à terme, là, ils ont les cales sèches. Les cales sèches, c'est important, c'est ce qui permet d'entretenir les bâtiments. S'ils n'ont plus ces cales sèches, la flotte de mer Noire peut plus être entretenue. Ils vont être obligés de retirer peut-être leur flotte de Sébastopol. Ça, c'est pas impossible. Hein, ici, sur des Neptunes. Et ça, dans le dispositif actuel, ça compte énormément. Ah ben ça compte énormément, bien sûr, parce que les Neptunes, vous voulez dire? Oui, les Neptunes, en plus, c'est de l'armement ukrainien. C'est les missiles anti-navires qui est de l'armement ukrainien et qui date, je crois, déjà de l'époque soviétique. C'est des vieux missiles, mais ça tire très très bien. La blessure d'orgueil, n'est-ce pas, Sylvie Bernard, pour les Russes, le fameux accès aux mers Noires, pour nous, ça paraît un peu théorique et poétique. Non. Pour eux, l'accès aux mers Noires, c'est un enjeu, sous toutes les générations, qui est capital. Oui, absolument. Et puis surtout la flotte de Sébastopol, parce que c'était la fierté de la Russie et quelque chose qui n'était absolument pas négociable. Et effectivement, ces attaques ukrainiennes étaient inenvisageables. Je crois que justement, les Russes ne s'y sont pas préparés. Et là, il y a l'orgueil personnel. Alexis a rappelé le pont de Kerch tout à l'heure, qui est vraiment la chose de Vladimir Poutine. Et la flotte de la mer Noire, c'est de tous les Russes. Non, bien sûr, c'est l'accès aux mers chaudes dont il parle si souvent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup discuté ces dernières semaines de cette situation d'attrition sur le front au niveau de la première ligne. Et très astucieusement, en réalité, les Ukrainiens sont en train de sauter toutes ces lignes de défense pour frapper ce qu'il y a le plus à l'arrière, à savoir la Crimée, qui est une grande base de lancement. Il ne faut pas oublier que la Crimée, quand on disserte sur le passé, lieu de villégiature tsariste, etc., c'est une rampe de lancement militaire pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ils sont en train de frapper durement cette Crimée, à la fois pour mettre ce territoire sous pression, et en espérant que cette blessure, comme vous dites, irradie en direction des lignes qui se situent justement au nord de cette Crimée. Est-ce que c'est une manière d'embarquer les Américains? On rappelait tout à l'heure, c'est une des nouvelles de la soirée, que Zelensky c'est Jake Sullivan, le conseiller de la sécurité américain, qui dit qu'il rencontrera Biden. C'est très important pour lui de revoir Biden. Ouais. C'était les Patriotes, d'ailleurs, la précédente grande rencontre. D'aller là et de dire aux Américains, voyez, nous, on continue, aidez-nous, parce que sinon, on cédera nous-mêmes. D'autant qu'il y a eu des critiques des Américains, comme en disant, Anthony Blinken est allé à Kiev il n'y a pas longtemps, il a dit, on espère que cette contre-offensive va continuer. Elle est en train de tâtonner, cette contre-offensive. On parlait de Melitopol, direction mer d'Azov. Et aujourd'hui, ils prennent effectivement une offensive. Moi, je suis très heureux de ce qui se passe en Crimée, parce que ça veut bien dire que les Ukrainiens ne renoncent pas. Et donc, si on leur donne des missiles de longue portée à la veille de cette visite à Washington, ça paraît tout à fait essentiel pour reprendre. C'est un pied né aux critiques des Occidentaux aussi. Tout à fait. Zaloujny qui se montrait, on peut peut-être revoir les images, n'est-ce pas, avec les généraux américains et anglais, évidemment. Mais le fait de se montrer avec les généraux américains, beaucoup de hauts gradés, il s'est rarement montré avec autant de généraux américains haut gradés. C'est aussi exactement ce que vous dites là, manière de dire, attention, il va falloir de toute façon compter avec nous. Oui, et ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, parce que je me souviens de la fois où vous aviez interviewé John Kirby, donc qui est le coordinateur de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale américain. Et vous lui aviez posé la question spécifiquement sur la Crimée, en lui demandant est-ce qu'il est légitime de frapper la Crimée. Première fois, il avait éludé. Vous lui avez reposé la question et il a un peu noyé le poisson. Et vous lui avez à nouveau, c'est-à-dire 3 fois vous l'avez posé. Et la 3e fois, il a dit oui. Et donc finalement, les Ukrainiens sont en train de mettre justement les alliés, à commencer par les Américains, face à cette réalité. Et pas n'importe quels Américains, évidemment la Maison-Blanche, mais Elon Musk. C'est à lui aussi que ça s'adresse. Parce que après ces moments Pearl Harbor, où est la dévastation nucléaire crainte? C'est une série de doigts d'honneur. On avait le doigt d'honneur. Comment est-ce qu'on dit déjà doigt d'honneur en ukrainien? Non, je ne vais pas le dire. C'est encore plus terrible en ukrainien qu'en français. Il n'y a pas une façon polie de le dire? Non, pas vraiment. Moi, je n'ai pas trouvé tout de suite. Voilà. Alors, mais ils font effectivement, il y a le doigt d'honneur aux Russes évidemment, et il y a aussi le doigt d'honneur à ceux des Occidentaux qui disent attention. Mais c'est intéressant cette métaphore du doigt d'honneur, parce que ce qu'ils sont vraiment en train de faire, c'est de complètement désacraliser ce territoire, de le vulgariser.